Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Par contre, on peut vous voir, on peut détecter votre présence, on peut savoir où vous êtes, et on peut connaître tellement de trucs sur vous qu'on peut aussi savoir si vous êtes victime de quelque chose, mais sans que vous vous en apercevez. Le problème, c'est que l'espace est si mal connu qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent autour, avec des théories plus ou moins crédibles pour expliquer tout ça. Pourtant, il y a suffisamment de trucs dans le cosmos qui sont vrais qu'on n'a pas besoin de se contenter du paranormal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réelle anomalie qui s'est produite sur 2 sondes effectuant un voyage interstellaire et dont l'origine du problème est vraisemblablement nucléaire. Oui, interstellaire et nucléaire. Et je me fous même pas de vous. Quand on parle de voyage interstellaire, on aborde souvent les cas de science-fiction, les films comme Star Wars. En fait, on s'imagine le voyage interstellaire un petit peu comme une métaphore du voyage en avion, et où les planètes sont un petit peu comme des villes. L'un des souhaits de l'humanité dans le futur, c'est de pouvoir voyager à sa guise à travers les étoiles, et de contrecarrer l'évolution naturelle de la vie. Parce que oui, de base, l'espèce humaine est avant tout faite pour vivre sur Terre. Nous sommes dépendants de la gravité, de l'atmosphère, du champ magnétique, et les différents événements à la surface de notre planète ont fait ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que l'adaptation est impossible. Après tout, on a des astronautes qui peuvent rester des mois en apesanteur, on va bientôt retourner sur la Lune, sans compter le voyage vers Mars qui est toujours dans les cartons. Question. Le voyage interstellaire est-il seulement possible ? Oui et non. Quiconque s'intéressant au trou de verre sait que c'est une solution totalement irréalisable et on ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. D'ailleurs, on ne pourra jamais l'égaler non plus. Non, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Vous avez beau me dire que dans le futur peut-être ? Non. La vitesse de la lumière a beau être limitée dans l'espace, mais elle n'est limitée que de notre point de vue relativiste, parce qu'en fait elle est absolue dans le temps. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors le voyage interstellaire comme le conçoit la science-fiction est impossible, du moins pour l'instant, mais le voyage interstellaire tout court, c'est réalisable. La preuve, on est actuellement en train de l'expérimenter. Il existe 11 objets spatiaux artificiels humains ayant des trajectoires interstellaires, qui quittent le système solaire, dont 5 sondes, toutes américaines. Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 et New Horizons. Les 6 autres objets sont des contrepoids et des propulseurs d'appoint des différentes sondes qui se sont séparées pendant leur mission, mais qui vont également quitter le système solaire pour ne jamais revenir. Et croyez-le ou non, mais c'est techniquement et factuellement un voyage interstellaire. Ils voyagent littéralement entre les étoiles. Sauf que la prochaine fois que ces sondes, qui d'ailleurs ont toutes des trajectoires différentes et pas dans le plan de l'écliptique, passeront à côté d'une étoile, ce sera dans plusieurs millions d'années. Donc en gros, c'est le voyage interstellaire chiant. 4 millions d'années, on n'a pas le temps. Tu m'étonnes que les gens préfèrent le Faucon Millenium. Alors il y a toujours la possibilité d'aller très vite avec la propulsion chimique. Genre accélérer très fort pendant plusieurs mois ou plusieurs années pour atteindre 1 ou 2% de la vitesse de la lumière, puis ensuite décélérer sur la même période de temps juste avant d'arriver vers une étoile. J'ai déjà parlé d'ailleurs de plusieurs projets comme Daedalus, un projet britannique, et puis d'autres moteurs et engins qui se déplacent à coups de bombes nucléaires balancées derrière eux, enfin ce genre de trucs, qui sont totalement permis, autorisés par les lois de la physique. C'est juste qu'on n'a ni le temps, ni les ressources, ni l'argent pour le faire. Mais l'avantage du voyage interstellaire chiant, c'est qu'on peut communiquer avec les sondes, même si c'est très compliqué. En effet, imaginez devoir communiquer par ondes radio avec des machines construites il y a un demi-siècle, lancées dans l'espace dans les années 70, équipées d'antennes à peine plus grosses que celles sur votre toit et qui vous sert à regarder la télé, et qui se trouvent à des dizaines de milliards de kilomètres de la Terre, ayant donc une taille apparente absolument ridicule de l'ordre du milliardième de degré, et possédant un ordinateur de bord conçu à une époque où le DOS n'existait même pas. Ah, tout de suite, c'est plus compliqué, hein. New Horizons a un ordinateur de bord très performant précisément parce qu'il a été conçu au début des années 2000 et sa mission est toujours en cours. Mais c'est pas la même chose avec les autres.
parce que ça fait un demi-siècle qu'on les a envoyés là-bas. Et qu'au bout d'un moment, à terme, on ne pourra plus communiquer. C'est inévitable. Mais avant ça, on a quand même droit à des temps de mission extrêmement longs, car même si ces sondes Pioneer 10 et 11 et Voyager 1 et 2 étaient avant tout conçues pour explorer le système solaire extérieur, donc les géantes gazeuses, après les avoir quittées, elles rentrent en phase de mission interstellaire. Mais si on connaît leur position, leur vitesse, leur direction, l'inclinaison de leur trajectoire par rapport au plan de l'écliptique, ça veut dire qu'on devrait savoir où elles se trouvent en temps réel, et avec une précision chirurgicale. Encore aujourd'hui, malgré des problèmes sérieux de communication, on est toujours en mesure d'entrer en contact avec Voyager 1 et Voyager 2. Un jour peut-être je vous raconterai les problèmes que la NASA a eus avec ces sondes en termes de communication. Les sondes Voyager communiquent avec un émetteur radio de 23 watts en envoyant des signaux à une fréquence de 2,29 GHz. C'est pas mal. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure où cette vidéo sort, Voyager 1 cessera ses activités en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Elle continuera sa route vers le nuage d'Oort, puis l'espace interstellaire dans plusieurs dizaines de milliers d'années. Cependant, il nous sera impossible de la contacter à nouveau. Ce sera un débris muet dans un océan froid et vide. Et c'est déjà le cas pour les sondes Pioneer, les premières générations d'exploration des géantes gazeuses. Et le problème, c'est que quand une sonde devient muette, tu ne peux que spéculer ce qui va arriver. Peut-être que depuis plusieurs années, l'une des sondes a été détruite parce qu'elle s'est pris une petite poussière ou un caillou sur le coin de la gueule. Et oui, une poussière, ou un caillou en tout cas, peut faire ça. Imaginez, vous êtes dans l'espace, vous allez à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, et dans une autre direction, vous avez un caillou qui percute votre antenne ou votre armature à une vitesse 10 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. L'énergie libérée est suffisamment importante pour disloquer complètement la sonde. C'est d'ailleurs pour cette raison que les parties les plus sensibles de la Station Spatiale Internationale sont plombées. Donc si quelque chose foire, si on a un problème, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé puisqu'on n'a plus de contact. Et c'est exactement ce qui va se produire. Le 2 mars 1972, la NASA lance avec son étage Atlas Centaur la sonde Pioneer 10, qui passera près de Jupiter lors d'un survol historique le 4 décembre 1973. 10 ans plus tard, en 1983, elle passe l'orbite de Neptune, mais sans pour autant survoler la géante gazeuse, et termine sa mission en mars 1997. Le dernier signal radio de la sonde sera reçu le 23 janvier 2003. Passé ce délai, les communications sont définitivement rompues à cause de la distance et de l'usure. Le 6 avril 1973, le même lanceur, Atlas Centaur, décolle avec sa jumelle, Pioneer 11, qui passera également près de Jupiter en 1974, puis ira vers Saturne qu'elle atteindra le 1er septembre 1979, avant de terminer prématurément sa mission en 1995. Le 30 septembre 1995, la NASA décide de stopper prématurément les communications avec la sonde. Et pour cause, son générateur thermoélectrique à radioisotope d'américium-241 et de plutonium-238, donc une série de mots compliqués pour dire pile nucléaire. Bref, son générateur manquait trop d'énergie pour continuer à communiquer avec la Terre. Ça fait presque 30 ans qu'aujourd'hui la sonde est muette. Et j'étais même pas encore né à l'époque. Je suis jeune. Les sondes Pioneer sont principalement connues pour deux choses. Le survol historique de Jupiter et Saturne, et les fameuses plaques confectionnées par le légendaire Carl Sagan et sa femme Lydia, un message à destination d'une potentielle civilisation extraterrestre qui pourrait récupérer les sondes. Malgré les critiques, aussi constructives que puritaines, c'était avant tout une mise en avant auprès des médias et du grand public sur la sensibilisation à l'exobiologie et l'exploration du cosmos lointain. Carl Sagan étant, même 25 ans après sa mort, considéré comme l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de son temps, surtout aux États-Unis. Ça fait donc plusieurs décennies que les sondes sont muettes. Mais d'après les calculs, on devrait savoir où elles se trouvent précisément. Il est possible de connaître la distance avec deux méthodes. La première, c'est les prédictions théoriques. On sait où elles se trouvent, on connaît leur vitesse, leur attitude, leur comportement,
leur inclinaison par rapport au plan de l'écliptique, donc on devrait savoir en temps réel où elles sont, et surtout à quelle distance elles s'éloignent de la Terre progressivement. Une autre méthode existe, et qui est encore plus efficace, c'est l'effet Doppler. Vous connaissez l'effet Doppler. C'est quand on observe une compression ou une dépression des ondes en fonction d'un objet qui se déplace par rapport à vous, comme une ambulance qui passe près de vous et dont le bruit de la sirène est très aigu, puis devient grave parce que le son met plus de temps à venir vers vous, et donc sa fréquence diminue, selon votre point de vue. Et bah ça marche aussi avec la lumière, et c'est de cette manière que l'on calcule la distance et la vitesse des galaxies dans l'univers. On envoie un signal à Pionir le reçoit à la vitesse de la lumière évidemment, et Pionir renvoie une commande pour dire « Coucou, j'ai compris ». Et en faisant ça, avec une certaine fréquence, en fonction de la fréquence qui a logiquement baissé, on en calcule son éloignement progressif, et donc sa vitesse. Pionir 10 se déplace à un peu plus de 12 km par seconde, soit 43 000 km/h, et se trouve actuellement à 20,4 milliards de kilomètres de la Terre, et se dirige vers la constellation du Taureau. Pionir 11 s'éloigne de nous à une vitesse un petit peu inférieure, de 40 900 km/h, et se trouve actuellement à 16,7 milliards de kilomètres, en fonçant vers la constellation de l'Aigle. Simple, basique, efficace, me direz-vous ? Oui mais parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose, d'un problème dont encore aujourd'hui on n'arrive pas totalement à expliquer, même si on a des pistes. C'est pas vraiment un problème, c'est plutôt une anomalie, un truc qui ne devrait pas arriver. Pendant leur conception dans les années 60, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, donc le JPL de la NASA, celle qui s'occupe à construire aussi les sondes, ils ont introduit dans le code de l'ordinateur de bord un programme qui prend en compte l'effet Doppler évidemment, mais aussi la relativité générale, afin de prendre en compte les corrections au niveau de la mécanique céleste. Parce que oui, avec la relativité générale, la déformation de la lumière par la gravité, ça peut fausser les données. Et on n'a rien trouvé de notable. Mais on a détecté autre chose. À la fin du siècle dernier, alors que les sondes étaient encore en état de marche, les ingénieurs découvrent un décalage entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils devraient recevoir en temps normal. Autrement dit, les données donnent des prédictions différentes que ceux des modèles, même en prenant compte la déformation de la lumière. Les deux sondes, notamment Pionir 10, ne sont pas là où elles devraient être, précisément pas à la bonne distance, et logiquement pas à la bonne vitesse non plus. On s'est rendu compte que chaque année, Pionir 10, malgré sa vitesse phénoménale dans l'espace, accusait un retard de plusieurs milliers de kilomètres. En l'espace de 30 ans de mission, en 2004, elle accusait un retard de presque 400 000 km. Pionir 10 est censé être 400 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Et ça, c'est pas normal. Et dans les résultats, on a pris en compte l'effet Doppler et la relativité générale, donc ça ne vient pas de là. Ou du moins, ça ne semble pas venir de la sonde. Les sondes impriment une vitesse relative bien trop importante pour que la gravité du Soleil n'ait une quelconque influence. Elles sont destinées à quitter définitivement le système solaire. Cependant, une mystérieuse force semble les ralentir en plus, et les repousser vers notre étoile. Au vu du décalage, cette force serait environ 100 millions de fois plus faible que la pesanteur terrestre, soit 2,8 milliards de fois plus faible que la gravité du Soleil. C'est extrêmement faible, mais c'est pas rien pour autant. Est-ce que 400 000 km de décalage, c'est beaucoup ? Oui et non. 400 000 km de décalage en 30 ans de mission quand tu te trouves à 15 milliards de kilomètres de la Terre il y a 20 ans... Bon, il y a des problèmes plus graves dans la vie. Mais à l'échelle humaine, 400 000 km c'est quand même beaucoup. C'est l'équivalent de la distance Terre-Lune lorsque notre satellite est à son apogée. Et comme leur vitesse est aux alentours de 12 km/s, ça fait un retard de 9 heures. Ce problème portera même un nom, l'anomalie de Pionir. En fait, elle a déjà été détectée par les ingénieurs du JPL en 1979, mais elle est restée privée à l'époque. Ce n'est qu'à partir de la fin du siècle dernier, juste après la perte de contact de Pionir 11, que le phénomène prendra de l'ampleur médiatique après avoir été communiqué dans la presse.
Face à un problème aussi insolite, les théories ne manquent pas. On va pas tous les voir parce que sinon la vidéo serait trop longue, donc on va les classer par catégorie. Déjà, première catégorie, l'environnement stellaire. Je vous ai déjà dit plutôt qu'une poussière ou un petit caillou pouvait percuter une sonde extrêmement rapidement et libérer autant d'énergie pour la disloquer. Et en soi, ça peut être aussi destructeur qu'un train de marchandises. Cependant, le milieu interstellaire n'est pas composé de cailloux entre des zones de vide. En fait, le vide spatial ne l'est jamais vraiment. Il y a toujours des particules, des atomes, notamment de l'hydrogène, qui se baladent un petit peu partout. C'est comme les satellites en orbite autour de la Terre. Aussi infime soit la pression atmosphérique, c'est suffisant pour les faire freiner. Et on a aussi le vent solaire qui peut jouer un rôle. La deuxième catégorie de théorie, c'est lié à la sonde. Parce qu'on observe cette anomalie sur les deux sondes jumelles, donc c'est peut-être un problème qui est lié à elles, et pas forcément à un environnement extérieur. Il y a certaines pistes crédibles, notamment au niveau de l'ordinateur de bord, qui calcule mal les choses, qui a été mal codé dès le départ, ou bien une fuite de gaz, notamment de l'hélium, issu du générateur à radioisotope qui permet d'entretenir la sonde avec de l'électricité. La troisième catégorie de théorie, c'est la gravité. Les sondes Pioneer sont entrées dans la ceinture de Kuiper depuis belle lurette. Mais cette ceinture, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, pourrait contenir plus de poussière de comètes que prévu, accélérant ainsi les frottements contre les sondes, ce qui entraîne une perte de vitesse, mais sans pour autant les fracasser comme le feraient des petits cailloux ou des astéroïdes. D'autres suggèrent la matière noire. Vous savez, cette matière qui n'est pas noire, qui est plutôt de la matière transparente, parce qu'elle interagit avec les effets de la relativité générale et de la gravité, mais pas avec la lumière. Ça signifierait alors que le système solaire en est baigné, y compris dans les environnements des planètes, des géantes gazeuses, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas, sinon on les aurait détectés. D'autres sont carrément allés plus loin. C'est la quatrième catégorie de théorie. Celle qui dit qu'on a affaire là à un phénomène inexpliqué, et tellement inexpliqué d'ailleurs, qu'il faut revoir tous nos modèles. Le modèle de la gravité, de la relativité, de la mécanique newtonienne, de l'astrodynamique, absolument tout. Alors, remettre en question des bases solides, pourquoi pas, mais il faut le faire avec une certaine méthodologie. Et là vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un problème aussi bateau ? 400 000 km de décalage, c'est que dalle. C'est pas une anomalie en mode la sonde a été perdue, on sait pas trop ce qui s'est passé, une perte de contact mystérieuse, un crash, des extraterrestres qui viennent nous envahir, non c'est pas des trucs comme ça. Là c'est juste une erreur de prédiction dans les calculs. Alors pourquoi est-ce que cette anomalie a suscité autant d'intérêt ? Eh bien parce que les ingénieurs de la NASA détestent avoir tort. Ou plutôt, ils détestent quand tout ne se passe pas exactement comme prévu, ce qui est parfaitement compréhensif, au vu du coût des sondes Pioneer. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de vous parler de la théorie la plus crédible. Nous sommes en 2004. John Anderson, qui travaille au JPL, se penche un peu plus sur la question des jumelles Pioneer, et se dit un truc. Quitte à mieux comprendre son passé, autant revoir depuis le début. Il a en tête d'analyser l'intégralité des données télémétriques de vol, le comportement et l'attitude de la sonde dans l'espace, la température de chaque composant, les enregistrements de l'émetteur radio, bref, tous les faits enregistrés par les sondes depuis leur lancement. Il va réanalyser l'équivalent d'une décennie, juste pour commencer, de toutes les données des deux sondes. Ça fait beaucoup de données. Un collègue, Slava Tourichev, lui explique que, à ce compte-là, c'est pas tant une enquête qu'une étude, et que ça nécessite un certain budget. Ils soumettent donc leur idée à la NASA, et cette dernière refuse. Disons que c'est pas forcément leur priorité, d'autant plus qu'à l'époque ça fait 15 ans que le mystère est au point mort, mais ils vont se tourner auprès de la Planetary Society qui possède des membres assez fortunés, et qui vont rapidement donner des financements. Sauf que nous sommes en 2004. Depuis plus de 15 ans, c'est désormais l'informatique qui dirige le game. Ils doivent donc convertir une bonne décennie de données pré-informatiques en binaire. Alors, ils vont quand même y arriver. Mais ils n'ont pas que ça en tête. Tourichev est tellement chaud bouillant qu'il va proposer cette fois-ci à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, l'idée tout simplement saugrenue de rattraper l'une des sondes Pioneer, de préférence Pioneer 11, parce qu'elle est plus proche que Pioneer 10. L'idée étant de voler juste derrière elle à quelques kilomètres de distance et de mesurer bien le décalage pour comprendre
le problème et l'origine de l'anomalie. Le projet est très ambitieux, mais l'agence européenne refuse également, parce que ça ne fait pas non plus partie de ses priorités, et surtout que dépenser un demi-milliard d'euros pour rattraper une sonde alors qu'on pourrait théoriquement résoudre le problème juste en restant sur Terre, c'est pas forcément la meilleure des initiatives. 20 ans après, aucune sonde n'a rattrapé une autre sonde. Mais fut un temps où un tel projet a existé, ou du moins il a été dans les cartons. Mais du coup, avec toute cette masse de données, l'équipe de Toury-Chef a écrit un programme informatique qui permet de modéliser les variations de chaleur sur les deux sondes. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les données de température, les données télémétriques, absolument tout ce qui a été enregistré, les logs de Pioneer, quoi. Et à partir de ça, au lieu de vérifier manuellement chaque donnée, ce qui prendrait un temps considérable, autant écrire un programme qui permet de lister là où il y a des anomalies et là où il n'y en a pas. Là où il y a des données qui sortent de l'ordinaire, et là où c'est normal. Évidemment, à une telle distance, la température moyenne est d'environ moins 180 degrés. Donc c'est des petites variations, c'est pas un truc qui fait bouillir, ou de la lave, ou de je sais pas quoi. Forcément, le générateur de plutonium dégage plus de chaleur. En même temps, c'est normal, c'est le principe de la matière fissile. Or, qui dit chaleur dit rayonnement. On devrait donc avoir un flux de photons, de la lumière, émise par le générateur. Et ce rayonnement suffit à exercer une sorte de micro-poussée qui va à l'opposé de la direction de la sonde, c'est-à-dire le système solaire. Et 40 ans plus tard, on se retrouve avec un retard de 400 000 km par rapport aux prédictions annoncées. Parce que cette micro-poussée ralentit extrêmement légèrement la sonde. Et c'est comme ça que deux sondes spatiales, effectuant un voyage interstellaire de plusieurs millions d'années, ont eu une anomalie suite à un problème nucléaire. Comme quoi mes introductions putaclic, elles le sont pas tant que ça. Alors, est-ce pour autant la réalité ? Vraisemblablement oui. Disons que c'est la théorie la plus crédible, qui a nécessité des années d'études. D'ailleurs en 2012, la même équipe va affiner son modèle informatique. Il y a d'autres équipes indépendantes qui étaient très curieux, qui ont analysé ça de très près et qui ont confirmé que c'était vrai. Donc oui, c'est très probable que ce soit ça. On n'est pas encore sûr et certain que ce soit la vérité véritable, mais du point de vue de la méthodologie scientifique, c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je parle d'anomalies comme ça, pas forcément au niveau de l'espace, mais au niveau de la science en général, parce que je me sens l'envie de raconter des histoires sur des domaines plus larges. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.